Alors bonjour à toutes et à tous, amis du CCS. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview sport d'hiver. Et aujourd'hui, nous sommes en très bonne compagnie puisque nous recevons une double médaillée mondiale et double vainqueur en Coupe du Monde, Alizé Baron. Bonjour Alizé et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Et pour m'accompagner aujourd'hui, si sa connexion, on veut bien le laisser tranquille, Corentin. Salut Corentin. Salut Paul. Pour l'instant, elle me laisse tranquille, je garantis rien. Bonjour Alizé et merci de ta présence, c'est très gentil. Alors, avant de commencer et de te laisser te présenter, Alizé, juste un petit truc, voilà, je tenais à le dire, ça va être nul, mais je tenais à le dire. On partage un point commun avec Luc Alphand. Nous sommes tous les Ah, trois nés le 6 août. Alors bon, le ski m'a donné un peu moins de chance qu'à vous deux, mais je suis très content de partager cette date de naissance avec vous. Donc voilà. d'accord, bah, c'est sympa. Je m'en rappelais pas pour Luc Alphand. Pourtant, on aurait dû me le dire, je pense, mais c'est assez rigolo. Ouais. Ouais, ça m'avait marqué. Alors Alizé, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, eh bien, je suis originaire des Hautes-Alpes. J'ai 28 ans et je suis en équipe de France de ski cross. Très bien. Mais je vais moi attaquer avec comme on t'avait dit, un peu la première partie. Le but, je pense que le ski cross, même si de plus en plus c'est télévisé, c'était aussi de mettre en avant un peu la discipline, en plus de te mettre en avant toi. Pour en regarder, moi, depuis de très nombreuses années, je trouve que le ski cross est quand même très télégénique, avec des courses à élimination directe, des courses assez spectaculaires. Il y a beaucoup de spectacles. Peux-tu un peu nous expliquer les différents formats rencontrés en Coupe du Monde et les points techniques que tu peux rencontrer dans cette discipline? Alors, bah, le ski cross, c'est un peu comme le motocross, donc on est plusieurs à s'affronter dans le même parcours. En ski cross, on est quatre, donc on s'affronte directement dans un parcours avec bah, des sauts, des virages relevés et différents modules. Le principe est simple, il faut arriver en bas le plus vite possible. C'est par système de poule, c'est-à-dire que les deux premiers de chaque run passent au tour suivant jusqu'à la finale. Ouais, justement, comment elle se décompose une journée type de course du matin de fin de matinée jusqu'à la finale? C'est vraiment un parcours du combattant. Alors, pour être plus précise, ça va être, enfin, je vais décrire une semaine. Ouais. Le parcours, on le connaît, c'est-à-dire on a plusieurs reconnaissances dedans. On a surtout des entraînements. En général, c'est un à maximum deux passages sur 2 jours, donc ça fait maximum voilà quatre entraînements. Ça nous est déjà arrivé d'avoir un seul entraînement avant des courses. Donc après ces 2 jours-là d'entraînement et de reconnaissance, on a un jour de qualification. Donc là, par contre, on est seul dans le parcours et on est vraiment enfin, seul face au chrono. Et notre chrono détermine les phases finales du lendemain. C'est-à-dire que la première fille tombe avec la 16e, ainsi que la 8e et la 9e, et ainsi de suite. En fait, c'est ce qui permet de faire le tableau final. Et ensuite arrive le jour de la course où voilà, là on s'affronte 4 par 4 jusqu'à la finale. Donc on a la chance de courir avec les garçons. Donc on est déjà d'une dans le même parcours et ensuite on court en même temps qu'eux. Donc voilà, il y a les huitièmes garçons, les quarts finales, les quarts garçons et ainsi de suite jusqu'aux deux grandes finales hommes et femmes. Ouais, ça s'enchaîne pas mal, hein. Ça fait quand même pas mal de runs de descente sur une même piste en fait. C'est ça, et puis suivant les parcours, donc comme par exemple en Suède à Idré, où enfin on avait des parcours d'à peu près 1 minute 20, où c'était du non-stop avec plus de 60 modules. C'est ultra éprouvant physiquement et aussi mentalement, parce que voilà, la course est quand même relativement longue aussi. Enfin, on a plusieurs runs et il faut à chaque fois pouvoir skier à 200% et rester lucide. Donc ouais, ça fait de sacrées journées. J'imagine. Et du coup, un petit mot, parce que moi j'ai pu suivre la toute nouvelle, le tout nouveau format mixte par équipe qui a eu lieu, je crois que tu étais avec François Place, je crois, en équipe. T'en penses quoi de ce format et tu penses qu'il peut durer dans le temps? Pour vous, c'est sympa à faire? Alors c'était une grande première et ça fait des années qu'on demandait à en faire. Donc sous n'importe quel format, soit deux filles, deux garçons, ou alors comme on a fait là en Géorgie, une fille, un garçon. En fait, l'intérêt c'est que les snowboarders ont cette discipline-là olympique dès l'année prochaine.
Donc c'est vrai que voilà, sur notre discipline, on n'a vraiment qu'une chance de médaille tous les 4 ans. Et c'est vrai que ce serait génial de pouvoir ben voilà, doubler cette chance-là au prochain JO, ou du moins dans 5 ans maintenant. Et puis c'est chouette parce que finalement, on s'entraîne toute l'année ensemble. Comme je disais, on a la chance d'être mélangé avec les garçons, de s'affronter dans les mêmes parcours et tout ça. Et du coup, bah, c'est bien de pouvoir partager quelque chose. Et puis, ouais, c'est tellement différent de la course individuelle parce que là, voilà, on a quelqu'un avec nous, quelqu'un pour s'épauler et à la fois, ça fout un petit peu plus la pression parce que ben, notre erreur, elle nous coûte pas cher qu'à nous, elle nous coûte cher aussi à notre coéquipier. Mais c'est chouette à partager et en tout cas, on était plutôt, enfin, dans l'ensemble, je pense, très satisfait de cette première. Après, je sais pas si ça peut s'adapter vraiment à tous les parcours. Là, ce qui était génial en Géorgie, c'est que donc les garçons s'est lancé en premier. Et déjà, eux, c'était une sacrée bataille. Quasiment tout leur run ont fini en photo finish. Et ce qui fait que nous, les filles, on partait quasiment pareil à égalité parce que la différence des temps des garçons dépendait du décalage, enfin sur l'ouverture de notre porte à nous, les filles. Et du coup, on s'est quasiment retrouvés pareil à chaque fois à partir à 4 ou quasiment en même temps. Donc ça faisait voilà, vraiment beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements et tout ça. Mais c'est vrai que c'est pas le cas sur tous les parcours tout l'hiver. Donc voilà, je pense qu'il faut pouvoir l'adapter aussi. Mais c'était ouais, c'était une chouette expérience et c'était top de pouvoir partager ça. En tout cas, Ouais, c'était c'est très sympa à sympa. regarder, hein. Moi, j'ai Ouais, bien carrément. aimé le format. Après, effectivement, comme tu résumes bien, il y avait très peu d'écart. Enfin, les hommes, ils arrivaient presque à quête de front. C'était impressionnant. Après, peut-être qu'en mettant des pénalités, enfin un temps maximum obligatoire, peut-être qu'ils peuvent adapter ça à toutes les pistes. Mais tu penses que vous pourriez rattraper combien sur une piste d'une minute à peu près, l'écart maximum rattrapable? Honnêtement, j'en sais rien parce qu'il peut y avoir tellement de facteurs différents enfin, qui rentrent en compte. Ça dépend. Une erreur peut vite arriver. Je sais qu'en général, le top 16 des filles, on est maximum à 3 secondes. Enfin, disons entre le meilleur temps et la 16e. Donc, on pourrait imaginer que voilà, ce serait le temps D'accord, maximum peut-être pour nous départager. Mais d'accord. ouais, il y a tellement de facteurs différents. Puis en ski cross, voilà, on est 4 à s'affronter dans le même parcours et même s'il y a une ligne qui est plus rapide que les autres, bah, si on se retrouve au contact, on a vite fait d'être contraint à faire du chemin et tout ça. Enfin, ça, ouais, je sais pas si c'est vraiment calculable. D'accord. Bon, alors maintenant, on va s'intéresser un peu plus à vous. Donc, contrairement à votre coéquipière Jade Grillet-Aubert qui vous a rejoint maintenant cette saison pour sa première saison complète, vous avez décidé de choisir le ski cross assez rapidement. Vous avez arrêté l'alpin très tôt. Pourquoi ce choix? Très tôt, oui et non. J'ai quand même fait 2 années FIS et je crois que c'est au bout de ma troisième que j'ai fait la jonction avec le ski cross. Euh, J'étais au comité Alpe Pro à l'époque, mais j'étais pas franchement dans les meilleurs de mon année d'âge, hein, pour être honnête. Mais voilà, j'avais beaucoup de frustration, j'arrivais à mettre des choses en place à l'entraînement que j'arrivais pas à faire en compétition. Et puis il arrive un temps où il fallait, voilà, j'avais 17 ans je crois, et il fallait faire aussi un choix entre les études, le sport. On sait tous que ça coûte énormément d'argent à nos parents aussi, donc voilà, j'allais pas tarder à me diriger vers enfin vers le monitorat. Et avant de vraiment tout stopper, je me suis dit bon bah je vais essayer le ski cross parce que j'en avais fait quand j'étais petite et ça avait plutôt bien fonctionné. Et en plus de ça, vraiment, enfin c'était une discipline qui me plaisait vraiment. Et puis ça a marché super bien très rapidement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée bah, d'abord sur le circuit Coupe d'Europe et ensuite sur la Coupe du Monde l'année suivante. Ok. Ouais, justement, une seule saison en Coupe d'Europe, lancé en Coupe du Monde en décembre 2011 et à 19 ans, dès la première saison, 2 podiums. Comment on vit un peu cette ascension? Parce que vous venez de le dire, vous avez presque failli arrêter, vous tentez le ski cross et quasiment dès la deuxième année, déjà 2 podiums, ça doit être sympa à vivre. Ouais, carrément, ça allait super vite, d'autant plus que je crois que mon premier podium, je le fais sur ma troisième Coupe du Monde. Et c'était surprenant et à la fois, c'est là où c'est génial, c'est que bah, à l'image de Jade, il y a cette fraîcheur, enfin d'être la rookie, il y a personne qui nous attend. On connaît la moitié de la start list, on n'a pas à se dire, oh bah tiens,
je tombe contre elle, c'est la meilleure. Enfin, tout ça, on le pense pas en fait. On est juste là pour s'amuser, profiter. Et du coup, ouais, tout est naturel, tout est plus facile. Et non, c'est vrai que c'est allé très vite, mais à la fois, en fait, j'ai assez vite trouvé mes automatismes en ski cross parce que justement, je pense que c'est une discipline qui me correspondait beaucoup plus que l'alpin. Donc, par chance, j'avais de bonnes bases en alpin, hein, mais tout ce qui était aérien et tout ça, c'était quelque chose que j'appréciais déjà avant et sur lequel je me débrouillais plutôt bien. Donc, ouais, c'est allé assez vite et c'est ça qui était chouette. Bon, par contre, les années qui ont suivi étaient plus compliquées parce que justement, il y a beaucoup plus d'attentes. Ouais, justement, vous avez dû attendre 2015 pour votre première victoire, un 14 février, jour de Saint-Valentin. Et j'ai bien insisté sur ça, c'est un peu la naissance de votre idylle avec la Suède, un peu un pays qui vous réussit bien. Et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment précis? Une victoire en Coupe du Monde, c'est vraiment la consécration? Ouais, complètement. C'était fou parce qu'en plus de ça, enfin, le run où je gagne, je crois que je pars quatrième, je suis troisième, devant il y a les Autrichiennes qui se bataillent, puis finalement je les passe toutes les deux sur la ligne. Et voilà, il y a eu énormément de rebondissements, de suspense. Et ouais, c'est une joie et un soulagement en disant, ben, j'en suis capable. Enfin, je suis capable un jour d'être la meilleure et ouais, ça valide tous les efforts, tout l'entraînement, enfin tout ça. Et après, bah, derrière, on rêve que de ça, quoi. Et du coup, la suite, malheureusement, a été un petit peu plus compliquée pour vous, avec notamment une première blessure au dos sans chirurgie, une deuxième, malheureusement, où là, vous vous faites opérer. À chaque fois, vous vous relevez, donc la médaille de bronze au Mondiaux 2019. Comment on vit les saisons blanches quand on, comme vous dites, on rêve de victoire, quand on rêve de podium? Enfin, ça doit être difficile quand même en tant que sportif de haut niveau d'être chez soi, enfin pas chez soi, je pense qu'il y a eu beaucoup de rééducation. Comment vous avez géré? Ben, les 2 fois, je me suis fait opérer et D'accord. je dis ça parce que ça a son importance dans le sens où en fait, quand on est blessé en tant que sportif, c'est toujours difficile de se projeter, même si on a tout l'encadrement médical et tout ça qui est là pour nous guider. Mais on ne sait jamais vraiment, bah, déjà si on arrivera à revenir et combien de temps ça va prendre. Et en fait, l'opération, bah, pour le coup, ça permet et à la fois ça ouais, ça provoque, on va dire, vraiment un gros stop. C'est-à-dire que, je pense qu'on repart réellement de zéro et à la fois c'est bénéfique parce que derrière, bah, on a tout à reconstruire, mais on peut le reconstruire mieux que ce qu'il était. Et c'est vraiment comme ça que j'ai abordé mes 2 blessures, ou enfin les 2 dernières au dos, où voilà, je me suis dit: «Bon, bah, de toute façon, mon état, il est tel qu'il est, je peux rien y faire, je suis blessée, c'est comme ça changera rien». Donc je me suis toujours projetée et j'ai toujours essayé de regarder plus loin en fixant de petits objectifs d'abord et puis derrière, voilà, de me fixer de nouveaux rêves et puis, des objectifs plus concrets. J'ai l'impression que à chaque fois que je suis revenue de blessure, j'avais quelque chose en tête de plus comment dire? Plus réel, plus concret, ouais. J'avais encore plus, les dents longues et encore plus envie d'atteindre ces objectifs-là. Donc finalement, c'est des gros coups d'arrêt qui font super mal au moral et on se pose des millions de questions. Mais à la fois, quand on regarde en arrière, on se dit que c'est en fait, c'est une chance parce que voilà, ça nous a permis de se reconstruire et de faire les choses mieux et d'essayer de régler certaines choses, quoi. Ouais, c'est bien. Après, je pense que tout le monde n'en est pas forcément capable. C'est bien d'avoir réussi justement cette transition pendant ces périodes-là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau pour qui la blessure a été difficile à vivre, mais sur un long terme. Arriver à en faire quelque chose de bien, bravo, hein. Mmh. Et du coup, le dos, il y a une attention particulière. Pardon, il y a une attention particulière à avoir au quotidien sur les préparations ou non, c'est derrière vous? Ben, non, en fait, quand j'ai eu mes 1res douleurs il y a maintenant 4 ans, ça me tombait dessus honnêtement, j'avais jamais eu de soucis au dos, j'avais pas eu de douleurs ou quoi que ce soit et en fait, en faisant les examens, on s'est rendu compte que j'étais sujet à avoir ces problèmes-là. C'est-à-dire que la forme de ma colonne est plutôt sujet à avoir des hernies. Donc c'était même étonnant que ça se réveille seulement maintenant. Et en fait, quand je me suis fait opérer la première fois, j'avais déjà ces 2 grosses hernies, sauf qu'ils en avaient opéré qu'une seule, parce qu'il y en avait qu'une qui était, paralysante. Et vu que c'est le dos et tout ça, on n'opère pas,
n'importe comment. Donc, et puis on était à 1 an avant les Jeux. Donc voilà, on m'avait dit, on t'opère une hernie, on sait que tu en as pour au moins 3 mois, en tout cas en étant alité et tout ça. 2, on ne sait pas. Donc en fait, on est parti sur celle-là, puisque de toute façon, elle était nécessaire. Enfin, je ne pouvais plus marcher ni quoi que ce soit, donc il fallait opérer quoi qu'il arrive. Mais il y avait cette deuxième-là, et en fait, ça faisait 3 ans que j'avais une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc je savais que ça allait se réveiller. Malheureusement, je ne pensais pas encore une fois que ça allait se réveiller à ce moment-là, donc l'automne dernier, automne 2019. Donc au pire des moments, comme d'habitude, hein, de toute façon, en étant sportif, il y a pas, enfin, il y a rarement de moments opportuns pour ce genre de choses, mais voilà, en plein automne où, enfin, la préparation touche quasiment à sa fin, les premières courses arrivent et tout ça. Enfin bref, c'était vraiment dur mentalement, mais à la fois, je le savais profondément que, enfin, c'était sûr que ça allait arriver. Et depuis, donc normalement, c'est réglé de ce côté-là, même si elles peuvent encore se manifester, on va dire, parce que j'ai toujours mes disques. On m'a pas enlevé les disques ni quoi que ce soit, donc c'est pas dit qu'après ma carrière, pourquoi pas, je règle définitivement ce problème-là. Mais par contre, toute ma préparation physique et même sur les skis, tout a été adapté parce que déjà, j'ai plus 20 ans non plus. Je me fais un peu vieille, en tout cas dans le haut niveau. Je pense que l'âge compte, enfin, une année compte peut-être triple. Mais en tout cas, ouais, j'ai adapté au maximum en travaillant avec les médecins, avec le préparateur physique, avec les personnes qui se sont occupées de ma rééducation. On a essayé de mettre en place tout un processus pour justement muscler au mieux mon dos, mais surtout le préserver. Donc voilà, j'ai plus exactement la même préparation physique, en tout cas en musculation que mes coéquipiers. Mais voilà, on a trouvé visiblement une bonne recette. Donc voilà, même si c'est plutôt frustrant et inquiétant de se dire oh, je m'entraîne pas comme les autres, finalement, après coup, on se rend compte qu'il y a plusieurs façons de faire et qu'elles peuvent, elles peuvent être bonnes aussi. Donc voilà, ça a été adapté, oui, c'est sûr, et bien heureusement, parce que je sais que mon dos est pas capable d'encaisser ce qu'il encaissait il y a quelques années, quoi. Oh, ça marche plutôt très bien, parce qu'après cette blessure, du coup, vous revenez en Suisse de quatrième place direct, boum. Mais après, vous vous blessez à Valto du coup, sur la première épreuve. C'est quoi le sentiment après ces deux premiers week-ends? D'un côté, c'est content de revenir, mais après, c'est le recoup, quoi. C'est compliqué. Ouais, ça a été la grosse douche froide parce que en fait, en arrivant sur les premières Coupes du Monde cet hiver, j'avais pas vraiment d'attente parce que je revenais de blessure. Alors forcément, sur les entraînements, j'avais eu quelques confrontations. Mais bon, les courses, on sait que c'est totalement différent, donc je savais pas vraiment où me situer. Et là, la première, je fais quatrième. Le lendemain, je confirme en nouveau en étant quatrième, donc je me dis que j'étais à ma place, que c'était pas un hasard. Et du coup, j'arrive à Valto avec beaucoup d'ambition. En plus, c'est une piste que j'apprécie. Et là, ouais, méga douche froide parce que je chute enfin, je déchosse, je perds un ski, malheureusement. Donc, c'est même pas une grosse erreur de ma part, mais malheureusement, c'est un fait de course. Et malheureusement, je retombe sur mon épaule que j'avais plutôt amochée il y a 3 ans. Donc, réveillée de vieilles douleurs. Et puis ouais, sur le coup, les médecins sont pas vraiment optimistes non plus. Enfin, les examens, du moins, sont pas terribles. Et puis en fait, ça allait super bien de jour en jour. Et puis finalement, on a dit bon ben, c'est peut-être qu'un gros coup. Et puis on va tenter l'hiver comme ça. Du coup, là, ça allait assez vite, plutôt bien. Donc, on a décidé ben voilà, avec le travail kiné et tout ça, de la stabiliser au mieux. Et puis, par contre, je prendrai soin de m'en occuper après la saison. Ouais. Je trouvais déjà qu'en regardant ce sport, je me disais qu'il fallait quand même être très barré dans sa tête pour réussir à descendre les pistes. Mais alors là, quand tu nous racontes toutes tes blessures, je me dis, mais enfin, faut pas être en mousse. Hein. Faut vraiment être costaud parce que, en plus, suite à ça, tu arrives en Suède, terre promise, on va dire, pour toi. C'est là où tu as fait tes plus grands exploits. Et là, semaine exceptionnelle, une deuxième place et surtout ta deuxième victoire en Coupe du Monde, 5 ans après la première. Après un début de saison où tu sais même pas trop si tu peux finir l'hiver, et là tu arrives, tu claques deuxième place et première victoire avec en plus ta coéquipière qui termine deuxième derrière toi, ça doit être incroyable les émotions sur une saison. Ouais, ben, alors déjà, j'avais été prise d'émotion à Rosa après ma première quatrième place où je me suis dit, mais
Ouais, merde, enfin, je suis bien au final et ça fait du bien. Et là, Idre en Suède, les 2 podiums à la suite, bah, j'ai attaqué, la première course, ça a été la victoire. Et, ouais, bah, enfin, j'ai les larmes qui me sont montées directement aux yeux parce que c'était un énorme soulagement. Au-delà de la victoire, c'est tous les mois qui étaient derrière moi où j'ai galéré, où justement j'ai regardé à la télé les autres courir, où j'avais toute cette frustration accumulée et tout ça. Et ouais, ça fait du bien parce que on se dit que ça vaut le coup de galérer, ça vaut le coup de faire galérer les autres autour de soi parce que je suis consciente que pour mon entourage, ça n'a pas été facile non plus de me soutenir dans ces moments-là. Et du coup, c'est une méga belle récompense pour tout le monde, que ce soit mon entourage, le staff, et pour moi de me dire, ben voilà, ça a payé et c'est chouette quoi. Et puis en plus de ça, bah, ce jour-là, on fait le doublé français, donc encore mieux parce qu'avec Marelle, ça fait des années maintenant qu'on est en équipe ensemble. Heu, on était constamment, enfin, toutes les 2, on enchaîne les podiums et c'est chouette que ça réussisse, le même jour, surtout bah, pour le staff quoi, pour dire que voilà, que tout le travail qu'on fait porte ses fruits et c'était vraiment une belle journée, ouais. Ah, c'était trop beau. Et 3 semaines plus tard, du coup, toujours à Idre en Suède, vous refaites médaille de bronze aux mondiaux, derrière un peu les 2 monstres de la discipline en ce moment, Sandra Neslund et Fanny Smith. Et je voulais vraiment savoir comment vous aviez géré tout au long de la journée, notamment cette dernière ligne droite avec le phénomène d'aspiration qui était vraiment primordial. Et c'était pas forcément une bonne chose d'arriver en tête dans cette ligne droite. Alors bizarrement, le jour des championnats du monde, l'aspiration ne comptait pas autant que ça a été le cas fin janvier sur d'autres courses où on avait été à Idre. Donc heureusement, ce facteur était un peu diminué. Je dis heureusement parce que, voilà, comme tu dis, c'est toujours frustrant Ouais. d'avoir des mètres d'avance et de se faire doubler l'aspiration sur la fin de la course et tout ça. Mais ouais, honnêtement, ce jour-là, j'ai quand même vraiment pas fait la maline. C'était ultra, ultra stressant, ultra. Ouais, et puis on se dit que c'est la course d'un jour, donc encore une fois, et encore plus que d'habitude, là, il n'y a que les 3 premières places qui comptent. Donc voilà, j'ai construit vraiment ma journée étape par étape. À aucun moment je me suis projetée sur la finale ou même l'idée de la médaille. Je voulais vraiment faire les choses une après l'autre et puis peut-être aussi ouais, m'enlever cette pression-là de la médaille. Et puis en fait, j'étais tellement dans ma bulle que, contrairement à il y a 3 ans quand j'ai fait ma première médaille en 2019, là, à aucun moment donné, je me suis dit, «Merde, ça y est, tu es en finale, tu joues une médaille». Alors qu'en 2019, je m'en rappelle très bien, j'étais dans le start et je me dis: «Alizé, tu es à la finale des championnats du monde, c'est peut-être la dernière fois de ta vie que ça t'arrivera, alors donne le maximum pour une médaille, quoi». Et là, cette fois-ci, mais pas du tout, quoi. J'étais au courant des grosses clientes que j'avais à côté de moi, mais j'étais vraiment focalisée sur la tactique de course, sur cette stratégie. Je savais que la Suédoise avait dominé la totalité de ses runs avec de l'avance, une avance incroyable. Et puis finalement, on part et on se retrouve toutes les trois en paquet. Et je me dis, bon, c'est plutôt bien parce que bah, Sandra n'a pas pris trop d'avance, donc ça va jouer vraiment jusqu'au bout. Et finalement, ça n'a pas loupé. Et cette dernière ligne droite, elle est fatale parce qu'en fait, ben, il faut déjà arriver à faire les choses correctement soi avant de penser aux autres. Et il y a tellement de modules et tellement d'options différentes que voilà, il faut rester vraiment lucide et super concentré jusqu'au bout. Je vois que Fanny Smith à côté de moi fait beaucoup d'erreurs, donc j'y crois jusqu'au bout. Je suis concentrée vraiment sur ce que j'ai à faire moi, mais malheureusement ça suffit pas parce que justement elle arrive à se placer dans l'aspiration de la suédoise et moi je suis légèrement décalée. Et du coup, malgré ses erreurs, elle garde cette vitesse constante. Et moi, à côté, je galère, j'essaye malgré tout d'accélérer et tout ça, mais ça suffit pas. Mais honnêtement, bah, c'est sûr que j'aurais aimé une autre couleur, mais la déception, elle a dû durer, 1/4 de seconde, même pas et après j'étais vraiment satisfaite de cette médaille, quoi.
Bah, surtout quand on se rend compte de tout le travail qu'il faut faire pour, voilà, avec toutes les courses à élimination directe, tous les runs de la qualif, les entraînements, les quarts de finale, demi-finale, enfin, c'est quand même un sacré parcours du combattant. Et du coup, cette piste, elle a quelque chose de particulier par rapport au reste de la Coupe du Monde pour que tu réussisses si bien là-bas. Il y a des choses, des modules que tu apprécies plus ou non, c'est un hasard? J'avais déjà fait un podium là-bas il y a quelques années, mais après c'est un parcours que j'apprécie parce qu'en général il est aérien et les sauts c'est plutôt quelque chose qui me plaît et sur lequel je me débrouille pas trop mal. Donc ouais c'est une course que j'apprécie bien, même si je sais qu'elle peut être très méchante aussi parce que voilà on a beau être rapide dessus, pour la course ça suffit pas parce que justement il y a un gros phénomène d'aspiration, ben, on peut vite se faire griller sur la ligne alors que on était plus rapide que d'autres sur cette piste, quoi. Donc, ouais, c'est quand même une piste que j'apprécie beaucoup, mais je sais très bien que ça suffit pas sur celle-là, quoi. Et du coup, donc tu as les mondiaux qui passent. Comment on revient, on va dire, à la vie de tous les jours, à la Coupe du Monde? C'est difficile dans une saison de faire une parenthèse mondiaux où on arrive facilement à se reconcentrer pour les dernières étapes qui arrivent. Bah là, pour le coup, on n'a pas eu le choix parce que derrière, on a enchaîné deux autres gros week-ends. Donc, en fait, on n'a pas le retour à la maison. Ah oui, Euh, donc, à aucun moment, en fait, on a ce sentiment de comment dire, de satisfaction. Enfin, le fait, je pense, de ne pas rentrer chez soi, et puis en plus, de toute façon, avec la situation sanitaire du moment, je pense qu'il n'y aurait pas eu de grosses bringues ou quoi que ce soit, ou en tout cas d'accueil dans ma station. Mais en fait, on est parti dès le lendemain, on était en route pour l'Autriche, et on avait un programme ultra condensé. On a couru le vendredi suivant, et derrière, on est parti en Géorgie. Donc en fait, ouais, bah, le soir, on regarde la médaille, puis on la range dans le sac, et finalement, je l'ai ressortie que 3 semaines après, en rentrant chez moi, quoi. effectivement, ça permet pas forcément de savourer autant. Donc. C'est ça. Bon, ça va savourer cet été, à la fin de saison. Ouais, Rattrapage, bah, rattrapage. dans 15 jours, j'espère, quand je vais rentrer chez moi. Ouais, parce que du coup, là, tu es en Russie. Après, il va y avoir les finales à Vezona. Tu es quatrième du général. Pour l'instant, ça va être quoi l'objectif là, pour les deux dernières Coupes du Monde? Euh, En sortant des championnats du monde, j'avais attaqué à me mettre beaucoup de pression, justement, en me disant, bon, bah, maintenant, je vais chercher le classement général. Mais honnêtement, je me suis un peu détachée de tout ça. Je pense que de toute façon, général ou pas, ça changera rien à ma saison. Je pense que, enfin, j'en suis même sûre, elle est réussie, puis j'ai cette médaille. Donc voilà, l'objectif de ces deux prochaines courses, ça va être de prendre du plaisir, de m'amuser dans les parcours, parce que ben, on n'a pas non plus tout le temps l'occasion de skier des si beaux parcours. Donc voilà, ça va être de prendre le maximum de plaisir là-dessus, et puis j'espère évidemment que le résultat va suivre. Mais voilà, on verra. Je vais faire les deux courses, et puis on verra, on comptera les points dimanche prochain à Vezona. Petite compétition amicale avec Marielle ou pas? Parce que elle est troisième au général, toi quatrième. Vous êtes lancé des petits défis comme ça pour savoir qui finirait devant? Non, 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 je pense pas. On sera sûrement amené à s'affronter, à se frotter, on va dire, jusqu'à Vezona. Mais non, ça va rester fair play, il n'y a pas de souci. Du coup, là, il va y avoir un peu une intersaison pour souffler. L'année 2022, on le sait, gros objectif JO. Tu penses déjà à ça? T'as déjà un peu programmé ta préparation? Est-ce que tu vas vraiment tout mettre pic de forme sur les JO ou vraiment faire une saison classique avec quand même dans la tête cet objectif JO? Non, non, c'est clair qu'une année olympique, c'est pour les Jeux. Enfin, je m'en cache pas, ce sera l'objectif de l'hiver, le gros objectif de l'hiver. J'ai même envie de dire que c'est l'objectif de ces 4 dernières années. Et justement, c'est là où, quand je disais qu'au championnat du monde, je faisais pas la maline, parce que j'ai vraiment voulu aborder cette course comme l'ultime entraînement pour les JO, c'est-à-dire en tant que course d'un jour. J'ai justement tenté de mettre des choses en place que je pourrais reproduire aux JO.
Et non, c'est clair et net que voilà, c'est l'objectif depuis ces 3 dernières années. Tout va être mis en place pour. Le programme, on l'a pas exactement, mais de toute façon, que ce soit voilà, tout l'encadrement de la Fédé va mettre les choses en place en vue de cette date-là. Donc c'est sûr qu'il y aura le circuit Coupe du Monde en parallèle, mais je pense que comme en tant qu'année olympique, toutes les courses qui vont précéder les JO seront des courses pour peaufiner les derniers réglages. Voilà. Et puis bah, si ça marche bien, évidemment, après les JO, on pensera peut-être au général, encore une fois. Hein. On verra où on en sera à ce moment-là. Mais non, c'est clair qu'il y a uniquement les JO en vue, quoi. D'accord. La piste des JO, tu la connais déjà? Enfin, tu as déjà couru dessus ou pas du tout? Eh bien non, justement, alors en fait, on devait avoir les championnats du monde là-bas cet hiver Ouais, et ça devait servir de pré-événement. Et d'accord. puis du coup, tout a été annulé et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à retourner à Hydré, alors que c'était pas du tout prévu. Mais non, personne y est allé, donc c'est plutôt une bonne chose. Moi, je suis pas contre. J'aime bien découvrir de nouveaux lieux et puis ça permet de pourquoi pas créer certaines différences aussi. Quand tout le monde connaît le parcours, des fois ça nivelle vachement la course. Là, voilà, ce sera une grande surprise pour tout le monde. Et puis, ouais, moi, c'est pas pour me déplaire. J'aime bien. Ah, tant mieux. Puis c'est là qu'on pourra voir le savoir-faire français, hein, parce qu'on voit quand même que c'est une discipline qui n'appartient pas aux Français, mais où les Français brillent pas mal. Donc c'est bien. Je pense que même pour le staff, c'est un bon défi pour vous préparer et arriver pourquoi pas, aller à un triplé des Françaises ce coup-ci. Après le triplé des hommes, peut-on rêver au triplé des femmes, non? Pourquoi pas, je signe. Il n'y a pas de souci. Il faudra juste qu'on mette le réveil dans la nuit, parce qu'en Chine, c'est toujours pas très pratique tout ça à l'Est, là. On a hâte que ça revienne à Cortina dans 5 ans. Ouais, bah, pas sûr que je sois là par contre, hein, je vous le dis. Mais si, 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 si. Le dos sera refait à neuf, tout ira bien. Sur ressort L'épaule aussi, pour ce les sera bums, bon. sur ressort, ce sera parfait. S'il y a des opérations miracles d'ici là, pourquoi pas. Mais sinon, j'ai un petit Ouais, doute. c'est fou de se dire que tu fais tout ça avec deux hernies opérées. Enfin, j'invite les gens qui écoutent l'interview à aller voir les compétitions parce que c'est vraiment magnifique à regarder et de se dire que tu fais tout ça avec des hernies alors qu'il y a certains qui bougent plus de leur canapé avec une seule. Ouais, bravo, franchement, j'admire. Merci. Mais bon, bah, j'ai eu la chance dès le début d'être très bien encadrée et d'avoir un super staff médical autour de moi. Et c'est vrai que voilà, ça a pu me permettre de récupérer aussi bien. Je dirais pas vite parce que ça a été quand même relativement long, mais en tout cas, voilà, d'aujourd'hui d'avoir confiance en mon dos et de pouvoir skier à 200% et surtout de plus y penser. Parce que c'est vrai que voilà, avec les douleurs sciatiques et tout, en fait, qu'on soit sur les skis ou même dans la vie de tous les jours, on a uniquement ça en tête et puis ça nous bouffe du jus constamment. Et là, voilà, le fait de plus avoir de douleur, bah, c'est juste fantastique. Je savais pas que c'était possible et depuis ce jour, c'est c'est une deuxième vie. Donc, non, voilà, j'ai surtout eu la chance de tomber sur un support bon staff médical, quoi. Tant mieux pour notre plus grand plaisir. Carrément. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah, moi, t'as des choses à rajouter, Paul? Non, moi c'est tout. Des questions qui t'intéressent. Je pense Moi, on a eu beaucoup de bonnes réponses et on en a appris beaucoup. C'est ouais, cool. carrément. Mais tant mieux. Merci à vous. Ouais, Merci merci à toi beaucoup. pour ta disponibilité en tout cas, et puis on te souhaite une bonne fin de saison et surtout une bonne préparation et une bonne décompression, enfin avant, ouais, plutôt une bonne décompression et une bonne prépa avec la médaille qui va arriver au JO. Merci. Eh ben vas-y Paul, je te laisse conclure. Te remercier à nouveau, Alizé, et on se retrouve pour fêter la médaille olympique, on espère, hein, sans te porter la poisse. Nous, on sera là, on va mettre le réveil pour te suivre En et tout cas, à oui, même la Coupe du Monde. on Ça sera devant la marche. télé, ça c'est sûr. Bah, merci à vous et je vous promets d'arriver dans les meilleures dispositions possibles et de tenter ma chance au maximum, ça c'est clair. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt, ouais.